Merci bien. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Un grand merci, Michel, Fabrice, pour votre invitation. En plus, qui me conduit à une situation très innovante pour le coup, à titre personnel, puisque ces grands taquins du contrôle aérien me conduisent à vous rapporter aujourd'hui une session à laquelle je n'ai pas pu assister hier. Et pourtant, une session absolument essentielle, je trouve, pour nourrir nos réflexions. On va essayer de prendre un peu de recul sur ces trois interventions de grande qualité, parce que j'avais quand même des oreilles amies dans la salle qui m'ont raconté quelques éléments sur la technologie, un objet pour la recherche et l'innovation sociale, avec le soutien d'ailleurs de la Fondation pour l'avenir. Le premier domaine qui a été présenté, c'était une expérience de télémédecine en EHPAD. Alors si on prend le recul nécessaire sur la télémédecine, mon sentiment, en l'occurrence aussi de professionnel du sanitaire, c'est que d'une manière globale, et je pense qu'il faut qu'on ait ce constat partagé, les outils numériques n'ont aucun intérêt en soi. On en est tous convaincus ? Les outils numériques, par contre, sont de puissants leviers pour adresser nos organisations et les faire évoluer, je dirais même les faire muter. C'est en ce sens-là qu'il faut voir l'intérêt de ces outils. Le monde sanitaire et le monde médico-social vont vivre dans les années à venir une véritable révolution organisationnelle. Le numérique sera le médiateur pour nous pousser tous, les uns et les autres, à comprendre, admettre et intégrer que la façon dont on travaillera demain ne sera pas celle avec laquelle on travaille aujourd'hui. On ne travaillera pas de la même manière, probablement d'ailleurs que pour la plupart des métiers, notamment du sanitaire, on ne gagnera pas notre vie de la même manière, puisque la profondeur de la mutation est de cette ampleur-là. Les outils de télémédecine vont nous permettre de résoudre des enjeux autour, Jean-Pierre le rappelait, des grandes perspectives concernant l'outil hospitalier, public et privé d'ailleurs, qui est cette mutation du soin déporté sur le domicile. Évidemment, ce grand virage ambulatoire dont nos grands décideurs, Ruth Ségur, nous bassinent à longueur de temps, c'est un enjeu avant tout de qualité. C'est une opportunité. Mais le virage ambulatoire, d'une manière globale, intégrant évidemment cet enjeu du médico-social pour nos patients vieillissants, ce virage ambulatoire doit nous obliger à structurer le lien ville-hôpital, le lien sanitaire médico-social pour ne pas dégrader la qualité de la prise en soins de manière générale. C'est finalement ces questions-là qui sont derrière la télémédecine. Donc vous voyez que c'est finalement assez profond sur notre capacité qu'on aura tous en collectif de changer nos pratiques. Et finalement, on le voit aussi sur la deuxième intervention, cette fois-ci sur le domicile, donc un appartement intégré qui fait le lien entre les trois révolutions. Vous savez, il y avait la révolution de la e-santé, il y a 10 ans, c'est has-been, c'est fini, la e-santé, c'est plus le problème. Il y a 5 ans, c'était la m-santé, la santé mobile. Là, maintenant, on est sur la si-santé, la santé connectée, avec ces objets connectés qui donc nous informent, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop comment, et c'est un des grands enjeux de nos données de santé ou de nos données d'autonomie. Quelqu'un qui va prendre des décisions, aidant professionnel, aidant naturel, patient lui-même dans certaines circonstances. Donc c'est cet enjeu-là qui se cache derrière les appartements dits propices à l'autonomie, ce qui nécessite là aussi, vous le voyez, des démarches de labellisation pour qu'on ait des certitudes sur l'intérêt de ces approches-là. Labellisation dit expérimentation initialement, puis déploiement expérimental et une évaluation fine. Là aussi, il est capital dans ce champ-là, et finalement c'est ça que je retiens de cette deuxième intervention, que l'on mette au cœur des politiques d'innovation les citoyens eux-mêmes ou les professionnels de santé, ce sont deux cibles différentes, dans ce qu'on appelle d'abord dans la démarche d'innovation l'analyse des besoins, ce qui n'est pas fait dans 19 cas sur 20, puisque vous savez que globalement l'innovation numérique se fait par le push technologique, c'est-à-dire dans 19 cas sur 20, c'est bien la technologie elle-même qui arrive et on essaie de s'adapter. Et dans un cas sur 20 seulement, c'est le pull technologique, c'est-à-dire que ça vient bien du terrain, du besoin, citoyen ou professionnel, et que la solution est construite à partir de cette identification. Après l'identification, c'est la capacité de co-conception. C'est la clé de la politique d'innovation. Cette co-conception entre l'utilisateur,
et le monde de la technologie et le monde du sanitaire. Ça, c'est la démarche de Living Lab, cette capacité-là qu'on aura. Et les sciences humaines et sociales ont une place absolument fondamentale dans cette démarche de co-conception, par leurs outils, par leur vision et par la capacité aussi de cette innovation sociale permanente que l'on va avoir au contact désormais quotidien dans ces Living Labs, dans ces machines à café géantes de l'innovation où des mondes qui ne se parlaient pas doivent se parler désormais pour créer le monde de demain, mais issu des vrais besoins. La robotique, vous savez, la robotique, c'est en 2030, les perspectives de la robotique, c'est que le marché global de la robotique de service sera supérieur en chiffre d'affaires dans le monde au marché de l'automobile. La robotique de service, elle sera partout. Là aussi, cet enjeu de co-conception est absolument nécessaire. Mais on le voit, la robotique, c'est aussi un outil de plus. Encore une fois, jamais prendre l'outil pour le but, évidemment, de cette démarche d'innovation sociale. Pour terminer, je dirais qu'on est vraiment à un moment de maturation, et c'est pour ça que je suis très content, moi, un professionnel de santé pur, entre guillemets, mais qui suis aussi un élu, donc c'est du côté de l'éclairage de la puissance publique que j'ai vu aussi beaucoup d'intérêt dans ce que j'ai pu entendre depuis 2 jours, depuis hier après-midi, vous avez bien compris, et relativement tardivement pour moi, de manière indépendante de ma volonté, mais c'est extrêmement important que l'on arrive à travailler tous ensemble dans cette démarche d'innovation sociale, de structuration de la recherche-action dans les disciplines des sciences humaines et sociales pour essayer d'avoir un sens. On a quitté le temps de l'expérimentation pure et dure, quel que soit son sujet. On est vraiment sur du déploiement. On a besoin d'intégrer les recherches. On a besoin de réfléchir ensemble et collectivement. Et là, c'est l'élu qui parle. Évidemment, la puissance publique doit être motrice par sa volonté de changer sur les territoires, de donner plus de qualité à nos concitoyens. Les collectivités territoriales sont d'excellents moteurs, pour peu qu'on arrive à trouver des moyens de financement. Je terminerai là-dessus parce que ça touche beaucoup les fondations, qui sont pour moi des acteurs clés par leur intelligence intrinsèque, leur expertise, aux côtés de la puissance publique. On essaie de mettre en place sur Nice, en ce moment, les démarches de SIB. Vous connaissez les SIB, hein, les Social Impact Bonds. C'est une démarche qui nous vient alors, de l'Europe, et notamment de nos collègues grands-bretons, c'est-à-dire que la puissance publique confie à un acteur privé, c'est une nouvelle forme de partenariat public-privé, une action, mais une action au sens boursier du terme, une action dans un champ défini, une thématique définie, à un partenaire privé, et pour ça les fondations sont d'excellents partenaires. Finalement, on sous-traite nos puissances publiques l'objectif, qui est un objectif d'intérêt général, évidemment. On se met d'accord ensemble sur des indicateurs. Si les indicateurs sont remplis, la puissance publique rembourse l'acteur privé avec des intérêts et poursuit l'action. Si ça ne marche pas, l'acteur public a investi à perte, mais ça aussi c'est dans le cadre des négociations. Là, j'essaie d'avancer un peu aussi dans le programme des présidentielles de certains candidats sur la déclinaison de ces Social Impact Bonds en Health Impact Bonds, c'est-à-dire la capacité à générer de la même manière l'innovation dans le soin. Ce sont de nouvelles approches qui sont extrêmement intéressantes, je pense que vous les connaissez bien. Ce sont des approches vraiment pragmatiques. Donc merci beaucoup encore une fois, j'espère que j'ai tenu mon temps à peu près, et encore désolé pour mes collègues d'hier de ne pas avoir pu assister pleinement au débat.